nous avons déterré pour vous une histoire méconnue. Une affaire de matériaux d'excavation que l'on sort de nos sols par centaines de milliers de tonnes et dont on ne sait plus quoi faire. Une affaire de compétition impitoyable qui écrase les entreprises locales. Une affaire de résistance citoyenne et de petite lâcheté politique. C'est une affaire absurde, car cette terre non polluée va finir par polluer en parcourant des millions de kilomètres en camion. Après avoir regardé cette enquête, comme nous, vous les verrez partout, ces camions de chantier qui emmènent leurs terres, parfois au-delà de nos frontières. C'est une résistance citoyenne tenace qui se déroule depuis des années ici, sur la commune de Kolébossi. Tout le monde connaît ce lieu, le champ des bisons comme on l'appelle. On le voit quand on prend l'autoroute Lausanne-Genève en direction de l'aéroport. Sur ce terrain est prévu un projet de décharge de matériaux non pollués, après la conclusion d'un contrat entre le propriétaire et un consortium d'entreprises de construction. Toutes deux riveraines du champ des bisons, Cecilia Morganella et Corinne Seri nous emmènent à pied depuis chez elles jusqu'à la bordure du projet de décharge, à 2 minutes à peine. Voilà, donc ça c'est tout le terrain qui est prévu pour cette décharge. Il fait à peu près 450 000 mètres carrés. C'est une exploitation immense et qui aura beaucoup de mètres cubes. Ils ont prévu 2 millions de mètres cubes d'excavation sur ce terrain. Et en additionnant les courbes de dénivelé, on arrivait à 17 mètres de dénivelé. Selon leurs calculs, une colline de 17 mètres va pousser ici. Et même avec un dénivelé progressif, le changement sera imposant avant d'être rendu à l'agriculture. Depuis le début, l'association des opposants au projet exprime sa défiance face au gigantisme du projet. On n'a pas été bien informés, puis surtout on a été juste écoutés, mais pas entendus, en fait, dans nos demandes. Déjà par rapport au site, on a démontré que l'endroit dispose déjà d'un certain nombre de nuisances. On a essayé de leur dire mais un tel volume sur cet endroit, sur un tel espace, ce serait vraiment invivable pour nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le double de volume parce qu'au départ, ici c'était prévu 1 million de mètres cubes, ils sont passés à 2 millions. Effectivement, le plan directeur genevois en 2018 prévoit de déposer un volume de 2 millions de mètres cubes de terre d'excavation partagé sur 2 zones. En 2022, le projet révisé abandonne le terrain situé sur Kolébossi et les 2 millions de mètres cubes sont concentrés sur la parcelle de Bellevue, celle qui borde les premières maisons de Kolébossi. Ce projet de décharge en suspens depuis des années est le reflet du problème du canton de Genève qui ne sait plus quoi faire de ces matériaux d'excavation. Explication de Jacques Martelin, géologue cantonal. Combien Genève produit de matériaux d'excavation non pollués par année? Alors on produit à peu près 2 200 000 mètres cubes de matériaux d'excavation par an, ce qui représente à peu près le volume de la pyramide de Khéops, pour donner une perspective. C'est beaucoup pour un petit territoire comme le nôtre. Oui. Et comment ça s'explique qu'on en a autant? Parce qu'on développe beaucoup. On construit, on a un canton qui est toujours en développement, et donc dès qu'on construit, dès qu'on fait des routes, etc., on génère des matériaux d'excavation. C'est quasiment inévitable.
Le manque de place de stockage est alarmant à Genève, mais pas seulement. Tous les petits cantons urbains de Suisse sont concernés. Il y a peut-être la Suisse alémanique qui, jusqu'alors, a pu ouvrir des décharges sans trop de difficultés. Aujourd'hui, ils se rendent compte que ça devient plus compliqué. Et puis, côté roman, c'est d'une façon générale plus compliqué qu'en Suisse alémanique. Le problème, c'est le volume. 2,2 millions de mètres cubes à Genève et chaque année. On a besoin de décharges pour déposer ces matériaux parce que le circuit traditionnel avec les gravières ne suffit plus. Autrefois, cette terre non polluée était absorbée dans les gravières locales afin de reboucher le trou créé par la collecte des graviers. Un processus simple et local qu'il est important de comprendre, d'abord parce que c'est intéressant, mais aussi parce que c'est à la base de toute notre enquête. Nous sommes à Bar-de-Grave, une gravière genevoise qui existe depuis les années 50 et a encore un potentiel pour les 25 prochaines années. Président du groupement des entreprises genevoises du gravier et du béton, le directeur de Bar-de-Grave, Massimo Gorgoni, nous enseigne le b.a.-ba. Alors une gravière a deux activités principales. Donc l'extraction de matières primaires, donc de gravier, ce qu'on appelle le tout venant, pour le traitement, le concasser, le laver, de telle manière à préparer donc, des granulats essentiellement destinés, dans notre cas, à la production de béton. Ça, c'est la première activité. La deuxième est la mise en décharge, la réception de matériaux d'excavation, de telle manière à remblayer le trou qui a été fait et rendre l'état initial l'ensemble du site. Ici, Massimo Gorgoni marche sur la partie déjà partiellement remblayée. Mais le trou de la gravière peut descendre bien plus bas. Alors en fait, la profondeur d'exploitation de la gravière est délimitée par le niveau de la nappe phréatique. Et on doit se tenir au minimum 2 mètres en dessus. Donc ça fait pratiquement pour nous 50 mètres de profondeur. Une gravière s'exploite par couches et c'est très strictement réglementé. La première couche de 30 cm, c'est la partie végétale, vivante. Puis il y a la sous-couche de 50 cm, juste en dessous. Les deux sont délicatement décapés, puis réservés sur le côté et devront être replacés au même endroit à la fin de l'exploitation. Ensuite, il y a la couche brune, plus ou moins profonde selon les lieux. Ça, c'est des limons qui n'ont pas d'utilité en tant que tels. Donc on doit les retirer et on les mettra en décharge, tout simplement. On arrive à la partie intéressante, donc le tout venant. Là, ce sont des dépôts alluvionnaires du glacier du Mont Blanc qui, durant des millions d'années, a déposé ces granulats, ces cailloux, ces différents dépôts. C'est la partie qu'on va extraire, qu'on va amener sur notre installation de traitement de matériaux, qu'on va concasser, qu'on va criveler, qu'on va laver, de telle manière à pouvoir fournir des granulométries précises qui vont de 0 à 4 mm, de 4 mm à 8, de 8 à 16, de 16 à 32. Pour le béton, le plus gros, c'est du 16 à 32 mm. C'est un gros gravier. Genève produit jusqu'à 800 000 m3 de gravier par année. Pour résumer, on creuse pour avoir du gravier, on rebouche avec des matériaux d'excavation. C'est le processus traditionnel. Mais souvenez-vous, Genève a un gros problème de quantité et il est mathématique. Le canton extrait chaque année 2,2 millions de mètres cubes de matériaux d'excavation non pollués. 800 000 mètres cubes vont servir à remblayer des gravières. Environ 400 000 mètres cubes sont recyclés. Que faire de ce million de mètres cubes qui reste ? C'est pour cela que Genève doit trouver une solution urgente. Mais c'est compliqué. En 2011, le canton a réalisé un plan directeur des décharges, revalidé en 2016, qui sélectionne 14 sites et depuis, rien. Donc 14 sites, aucun réalisé ? Non, aucun réalisé. Quels sont les obstacles ? Les obstacles, c'est que globalement, la population n'en veut pas. Quand vous interrogez les gens, ils vous disent tous que oui, ma foi, il faut bien gérer ces déchets, il faut bien en faire quelque chose, que le développement, ça a du bon. Mais par contre, bien évidemment, qu'ils n'en veulent pas ni sur leur territoire, ni devant leurs fenêtres, mais par contre, très très loin. Alors là, oui, ça, ils sont d'accord. Chaque demande d'ouverture de décharge suscite une levée de boucliers et c'est la même chose pour les gravières. Pour casser le mythe,
on nous propose de revenir à 17h30 à Bar-de-Grave, lorsque les machines s'arrêtent, au moment où la nature reprend ses droits. Cecilia González, accompagnée de sa stagiaire, parcourt les gravières de toute la Suisse. Elle est engagée par la fêtière des entreprises de construction pour aider les exploitants à répondre aux strictes exigences environnementales des cantons. C'est une obligation, en effet, ils doivent vraiment réaliser cette étude d'impact avant même de débuter l'exploitation. Alors après l'autorisation, il y a un suivi biologique qui doit être fait, c'est-à-dire un contrôle régulier annuellement qui doit être réalisé sur le site. Le rapport il doit être toutes les années envoyé au canton. Ces aménagements, par exemple un étang artificiel, font que les gravières deviennent de quasi-réserves biologiques. C'est vraiment des milieux qui sont intéressants parce que finalement en Suisse, on considère que 90% de nos rivières, elles sont plus naturelles, elles ont soit été canalisées, soit mises sous tuyaux. Du coup, c'est des milieux qui sont devenus très rares en Suisse. On retrouve ces milieux de substitution dans les gravières. C'est notamment le dernier endroit où survit le très rare crapaud calamite. Alors là, on peut voir, il y a une ponte, je pense, qui date de quelques jours. On voit encore les œufs, ils sont encore bien formés. Puis là, on a une autre ponte que je pense elle doit déjà avoir une semaine, voire un peu plus. On voit les embryons qui se développent gentiment. C'est-à-dire qu'ils doivent être à proximité, les crapauds calamites. Finalement, le voilà, le timide prince de ces lieux. Ça, c'est la gravière du soir, le côté pile. Mais c'est le côté face, la journée et ses activités que redoutent les opposants à la décharge sur le champ des Bisons. C'est juste devant les maisons que plusieurs dizaines de camions par jour vont déverser leur chargement. Notre argument principal a toujours été pour des raisons sanitaires. Ce type d'exploitation amène un certain nombre de nuisances, donc poussière et bruit, par le brassage de ces matériaux, par le trafic des camions, par les engins de chantier qui travaillent constamment, par les bips de recul, etc., etc. Le bruit, c'est aussi au niveau de la santé nerveuse, vous voyez. Effectivement, une personne, vous pouvez lui dire de supporter des nuisances de ce type, donc bruit et poussière, pendant quelques années. Mais si vous lui annoncez que la durée n'est pas garantie et que ça va être une durée très longue, eh bien forcément les gens, ils ont simplement peur pour leur santé. Les enjeux ne sont pas les mêmes pour la commune de Bellevue, où se trouve la parcelle du champ des Bisons, mais dont le village est bien plus éloigné. Après des années d'opposition, le conseil municipal a finalement changé d'avis. Le maire de Bellevue, Bernard Taschini, justifie ce retournement de situation. En 2022, le conseil municipal s'est prononcé à l'unanimité par rapport à ce projet en faveur, parce que le canton est venu avec des propositions concrètes. La taille du projet avait été sensiblement réduite, la durée également sensiblement réduite. Au niveau de la santé, qu'est-ce qui vous a rassuré ? Alors écoutez, les dernières analyses qui ont été faites en 2023 sur la qualité des poussières démontraient qu'elles n'étaient absolument pas nocives, ou en tout cas que le taux de poussière qui pourrait éventuellement être nocive était largement en dessous des seuils admissibles. Le canton a aussi posé sur la table des négociations un argument qui pèse lourd, 20 millions. Il concerne la route où passeront les camions de la décharge. On a discuté avec le canton pour que cette route devienne cantonale et qu'il puisse l'aménager avant les travaux de la décharge avec des pistes cyclables. Qui prend en charge tout ça ? Ce serait le canton. Aucune de ces garanties n'a atténué les craintes des derniers résistants au projet. En fait, nous, on n'a jamais changé notre position d'1 millimètre. On tient à ce que cette décharge ici soit à taille humaine, qu'elle s'éloigne des habitations. Pourquoi vous pensez que vous avez raison et pas les autres ?
Alors, quand vous dites justement qu'il y a des personnes qui sont d'accord, vous parlez évidemment de ceux qui ont un intérêt soit financier, soit en échange de quelque chose. Donc, ils ont des intérêts divers. Et nous, en fait, on représente ceux qui ne font pas partie des décideurs, ceux qui ne sont pas inclus dans les négociations, ceux qui sont écoutés mais pas entendus, et surtout ceux qui auront à subir pendant de nombreuses années ces exploitations. Je crois que chaque fois qu'on a un projet de construction à proximité de chez soi, on s'inquiète. C'est pas nouveau. En 1860, lorsque il y a eu les premiers projets de voies de chemin de fer, il faut voir les correspondances échangées par les belvistes à l'époque, ça allait enlaidir la commune. Un siècle plus tard, en 1960, lorsqu'il y a eu la construction de l'autoroute, mais c'était aussi des inquiétudes incroyables. Et je peux vous assurer que l'emprise de l'autoroute était nettement supérieure à celle de la décharge qu'on prévoit. Le plus gros chantier actuel à Genève se trouve au cœur de la ville. D'ici fin 2027, un bâtiment de 200 logements sociaux se dressera ici aux Eaux Vives, avec une piscine, des salles de sport et de loisirs, des crèches et des commerces. Donc là, on est en fond de fouille. C'est un gros trou, comme vous le voyez. On n'en fait pas souvent, des gros trous comme ça. Maître d'ouvrage de ce chantier public, Philippe Mélan est directeur du patrimoine bâti de la ville de Genève. On sait quel est le volume excavé ici? Alors, le volume excavé, c'est environ 140 000 mètres cubes. C'est assez abstrait comme ça, mais si je vous dis en camion, en équivalent camion, c'est assez impressionnant. C'est à peu près 11 000 semi-remorques. C'est juste fou, imaginez ça. Qu'est-ce que vous en faites? Alors, pas grand-chose, puisque moi je suis le maître de l'ouvrage donc pour la ville de Genève. Et puis on a des mandataires, architectes, ingénieurs, etc., qui vont travailler avec des entreprises de terrassement, qui sont responsables en fait de gérer l'évacuation des terres. Le fait est que sur ce chantier-là, la plus grande partie est partie en France. Parce qu'on a de plus en plus de peine à trouver sur le territoire suisse, et le territoire genevois encore moins, de place pour stocker des terres. On s'est rendu compte que les camions allaient à des endroits très différents, Oui. mais ça peut aller jusqu'à Chambéry. On n'est pas à côté là. Non, on n'est pas à côté. Genève-Chambéry, c'est une bonne centaine de kilomètres. La solution trouvée, c'est donc exporter à l'étranger. Et vous vous souvenez, on parle de volumes impressionnants. En gros, à peu près 1 million de mètres cubes par an. Oui. On arrive à évaluer combien de camions traversent la frontière puisque... Ça fait un camion, il fait à peu près 10 mètres cubes, donc ça fait 100 000 camions par an. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Oui. Ça devient absurde, d'autant que tous ces transports se font par camion. On imagine le montant des émissions de CO2. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Genève construit à un rythme effréné. Même si c'est un matériau non pollué, pour l'exporter, il faut obtenir une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement, sauf pour Genève, qui assure la procédure au niveau cantonal. Le maître d'ouvrage doit annoncer à l'avance tous les exutoires à l'étranger et garantir une valorisation du déchet. Tout ronronnait plutôt bien jusqu'à un moment clé. La méga réalisation du CEVA, ce métro qui traverse tout Genève jusqu'en France voisine, rebaptisé depuis Léman Express. Ce chantier, démarré en 2011, a engendré 1,1 million de mètres cubes de matériaux d'excavation supplémentaires en 10 ans. Nous avons obtenu la liste des destinations de chaque mètre cube, et cela nous a permis de faire un calcul. La majorité des matériaux d'excavation est restée sur le canton de Genève. Un tout petit peu est parti dans le canton de Vaud. Un peu plus d'un tiers a été exporté en France voisine. Sur la partie exportée, selon nos calculs, 37 000 camions ont parcouru près de 3 millions de kilomètres en aller-retour
traversant à chaque fois une frontière déjà surchargée. Et c'est surtout ça qui a changé la donne. Anticipant le risque d'embouteillage monstre, le gouvernement suisse a pris des mesures. Explication de Paolo Altea, responsable des procédures douanières à l'Office fédéral des douanes. Berne, en accord avec l'Office de l'environnement, ont autorisé à utiliser la procédure simplifiée qui était prévue pour autre chose, aussi pour les matériaux d'excavation. Parce qu'on a eu énormément de camions à ce moment-là qui faisaient la rotation entre la Suisse et la France. Plusieurs rotations par jour, plusieurs centaines de camions. Et si on n'avait pas autorisé ce système aussi pour ces matériaux, on aurait eu des blocages complets de la frontière. Là encore, on a fait des calculs. Avant le SEVA, chaque conducteur de poids lourd devait s'arrêter, sortir, faire tamponner son document au guichet avant de remonter et de repartir. Chaque camion, c'est minimum 40 secondes. Dans la procédure simplifiée, le chauffeur ralentit et glisse son document dans une boîte aux lettres. 4 secondes, c'est 10 fois moins de temps. Depuis, c'est resté aussi simple que ça. Merci SEVA. Voilà, hop, le petit papier dans la boîte aux lettres. Merci on beaucoup. est tranquille, on peut continuer. Bon voyage. Salut, merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Ça, c'est la déclaration simplifiée. Donc, on a toutes les données qui sont nécessaires, y compris le volume, le destinataire, l'exportateur, la destination, le numéro d'autorisation français aussi, parce qu'ils ont évidemment aussi une autorisation pour une procédure simplifiée du côté français. Tous ces documents ensuite sont stockés par les autorités douanières. Tous ces documents sont stockés et gardés un certain temps. Si on veut faire un contrôle approfondi, on va rechercher les papiers qui ont été déposés tel et tel jour, et puis on les compare avec ceux qui ont été déclarés par le transitaire ou par le transporteur. Souvenez-vous, 100 000 camions passent la frontière chaque année. Il y a donc 100 000 formulaires à classer. Qu'en fait Genève, qui reçoit une copie par email? Alors, on n'en fait rien de particulier si on n'a pas de cas particulier. Si on a été alerté sur un problème, à ce moment-là, ça nous permettrait effectivement de retourner à la source, si je puis dire. Mais aujourd'hui, on n'en fait rien, on les réceptionne, et puis au bout de quelques temps, on les détruit parce que ça fait beaucoup d'archives. Et nous, de toute façon, on n'a pas autorité à agir de l'autre côté de la frontière. Donc nous, on s'occupe effectivement du fait que les matériaux sont non pollués pour pouvoir passer la frontière. Et puis après, je dirais que c'est le problème des autorités françaises pour être certain que ça part dans les bonnes filières. Finalement, est-ce bien nécessaire de contrôler? Après tout, ce n'est que de la terre non polluée. Sauf qu'au fil de notre enquête, on découvre que ce marché est un business extrêmement profitable qui se chiffre en millions de francs, qui eux aussi franchissent la frontière allègrement et tout à fait légalement. Car comme beaucoup d'exutoires sont en France, le marché s'est transféré des entreprises suisses aux entreprises françaises. Basée juste à côté de la douane franco-suisse de Bardonnay, l'entreprise suisse Maury Transport, fondée par la famille Maury en 1954, est directement concernée. Donc vous voyez par exemple le camion blanc avec la benne bleue qui passe derrière moi en ce moment, eh bien passe tout droit avec des matériaux. Alors là il est couvert, donc on ne sait pas en fait ce qu'il a, mais on le sait très bien. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe tous les jours, et c'est tous les jours énormément de camions qui font ce trafic-là. Le directeur, Johan Lecoultre, assiste depuis ses bureaux à ce balai incessant, et c'est agaçant. Mais c'est bien plus qu'agaçant, c'est injuste. En fait, on ressent de l'injustice en plus que de l'agacement. Parce que nous ne pouvons pas le faire, mais à la limite, on n'a même pas envie de le faire, ça. C'est pas quelque chose qui nous intéresse d'aller à 100 km de la frontière pour vider nos camions. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir faire vivre notre industrie, de faire vivre notre commerce, donc sur le canton de Genève. Rien n'interdit aux transporteurs suisses d'aller en France, mais personne ne l'envisage car la compétition avec les concurrents français est inégale.
surtout sur un point. Le prix, simplement le prix. C'est uniquement ça, puisque l'environnement, tout le monde en parle, mais tout le monde s'en fout. Notre territoire de travail se réduit de plus en plus, se réduit comme une peau de chagrin avec l'arrivée des entreprises françaises qui nous prennent de plus en plus de parts de marché. Quand il y a un appel d'offres à proposition égale, c'est finalement toujours le prix qui va faire la différence et non la proximité des entreprises, la proximité du terroir genevois, parce qu'on parle de terroir pour les produits alimentaires, mais finalement il y a aussi un terroir industriel. La différence de prix, c'est avant tout le salaire des employés. Alors un qui commence va être autour des 4 500 francs, puisqu'on a un salaire minimum sur Genève en plus, hein, rappelons-le, c'est le peuple qui l'a voté. Et puis les plus anciens vont jusqu'à 7 000 francs. Le SMIC en France est à 1 800 €, donc on se rend bien compte de la distorsion de concurrence. On ne peut pas se battre contre des salaires qui sont 2 à 3 fois moindres des nôtres. Il y a la main-d'œuvre, mais aussi tous les frais autour des camions, notamment les assurances ou les taxes de la route. On retrouve la même distorsion de concurrence avec les gravières et leurs employés. Parler prix dans cette branche en hyper-compétition, c'est compliqué. Après d'innombrables téléphones et discussions, on a réussi à valider quelques tarifs. En moyenne, pour 1 mètre cube de matériaux d'excavation déposés en Suisse, y compris le transport, le maître d'œuvre va payer environ 30 francs. Pour 1 mètre cube déposé en France voisine, ce sera environ 16 francs, transport aussi compris. C'est presque moitié prix. Prenons l'exemple du chantier des eaux vives. Souvenez-vous, 140 000 mètres cubes excavés. Si on applique ce tarif, le dépôt des matériaux en Suisse aurait coûté 4,2 millions, contre 2,2 millions en France voisine. Si vous, de la ville de Genève, donc chantier public, vous ne favorisez pas ces entreprises genevoises, qui d'autre va le faire? C'est une très très bonne question. Et c'est un vrai débat. C'est un vrai débat politique notamment. Dès qu'on est dans des marchés qui sont supérieurs à un seuil, grosso modo 10 millions pour la construction globale, on est obligé de faire des appels d'offres publics. Ils sont ouverts à l'international. Si un Chinois veut venir faire des travaux d'excavation, personne ne pourra lui interdire, pour autant qu'il respecte les règles complètes de tout le processus, mais personne ne peut lui interdire dans l'absolu. Donc nous, on ne peut pas aujourd'hui, pour ces seuils-là, favoriser une entreprise locale. Et c'est un débat vrai. C'est un vrai débat. Avec les enjeux environnementaux aujourd'hui, c'est un vrai débat. Si vous les favorisiez, qu'est-ce qui pourrait se passer? Je serais hors loi. Je serais hors la loi. Donc simplement, je n'ai pas le droit de le faire. On a encore droit aux petits chantiers, parce qu'on nous laisse un peu les miettes, mais les gros chantiers, c'est presque inutile d'y penser à l'heure actuelle. Marie Prosper. Oui, bonjour. Ok. 10 mètres cubes alors, ça marche. Je transfère. À Maury Transport, l'impact se ressent au quotidien. La directrice, Audrey Lecoultre-Maury, jongle avec les plannings. On attend chaque jour les commandes des clients. On peut essayer de prévoir suivant ce qu'ils vont nous donner dans la semaine, mais c'est au jour le jour, on saura ce qu'on ferait même l'après-midi. Pourquoi ça ne se planifie pas à long terme? Alors nous, comme on est tributaire des chantiers, c'est nos clients qui vont nous dire si cet après-midi ils ont besoin de quelque chose, si demain ils ont besoin de quelque chose, puis ça peut changer. En 10 minutes, ils peuvent nous annuler 5 camions qu'ils ont pris demain ou 2 camions qu'ils prennent cet après-midi. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Tous ces camions qui transportent des matériaux d'excavation en France reviennent souvent à Genève, pleins de graviers français. Cette importation d'une ressource dont la Suisse pourtant regorge, c'est un manque à gagner supplémentaire pour les graviéristes suisses. C'est difficile, c'est très difficile. Je veux dire, je ne cacherai pas que dernièrement, pour prendre des gros chantiers, enfin moi j'ai vu des gros chantiers effectivement partir en France. On est obligé de resserrer au maximum nos marges, d'essayer de rationaliser au maximum notre production et de se bagarrer comme on peut, effectivement, avec cette concurrence qui est quand même très difficile.
l'impact économique est à double tranchant. De l'autre côté de la frontière aussi, en France voisine, les petites entreprises locales souffrent de l'arrivée massive de ces matériaux suisses qui remplissent les exutoires et les obligent à envoyer leurs camions beaucoup plus loin pour trouver des tarifs abordables. Membre de la fédération BTP 74, fêtière des entreprises de construction de Haute-Savoie, David Mejvan dirige l'entreprise Gropi, une centaine d'employés et plusieurs filiales. Le problème qu'il y a, c'est que nous, on ne pourra pas payer le coût du traitement des blés terreux au prix que donne la Suisse. Donc, effectivement, nous, on se retrouve avec la difficulté de savoir où on peut mettre nos matériaux. Après, d'aller mettre la pression aux carriers, on n'y arrivera pas, parce que c'est leur propre entreprise. Hein, donc, il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui nous acceptent. C'est sûr qu'eux aussi sont limités en volume à accepter dans une carrière. Donc, ils ont aussi des quotas en entrant par année. Donc, c'est sûr que s'ils ont une grosse demande de blé de Suisse, le quota des blés français va diminuer. Les statistiques le confirment. En 2022, les carrières ou gravières de Haute-Savoie ont accepté 654 000 tonnes de matériaux d'excavation de Suisse, contre 347 000 tonnes provenant de Haute-Savoie. La plus connue des gravières de France voisine, c'est le Salève, à 500 mètres seulement de la frontière. 40% de la production alimente le marché suisse, soit environ 200 000 tonnes de gravier par année. Elle a reçu aussi des millions de tonnes de matériaux d'excavation genevois. La famille Chavat est à l'origine de l'ouverture de la carrière du Salève en 1830. Bernard Chavat est la 7e génération. Donc nous, la priorité, c'est d'extraire la roche et de pouvoir alimenter le marché. Naturellement, lorsqu'on extrait la roche, on crée des exutoires qu'on doit réaménager dans le cadre de la remise en état. Et à partir de là, on reçoit de la terre. Et je pense qu'il est faux de faire l'inverse, c'est-à-dire de dire « sortons vite les cailloux pour pouvoir libérer du trou ». Je pense que l'un est une conséquence de l'autre, mais à la base, nous sommes des carriers, nous ne sommes pas des gestionnaires de déchets. Et ça, c'est vraiment important parce que ça a toujours été notre philosophie à travers les décennies. Une partie de la carrière du Salève est déjà remblayée par 4 millions de tonnes de matériaux d'excavation. Et pour achever la remise en état, il faudra plusieurs millions de tonnes supplémentaires. Et cela va rapporter donc plusieurs millions de francs suisses supplémentaires. Alors oui, on nous paye pour les recevoir, évidemment. Il y a un delta évident. Je ne suis pas en train de dire, on est une entreprise. L'intérêt d'une entreprise, c'est de faire aussi de l'économie, c'est de gagner de l'argent, de pouvoir payer ses salariés et d'avoir un reliquat qui permet aussi de faire des projets d'investissement. On a dernièrement changé toutes nos installations, etc. Oui, mais voilà, ça permet de faire cette remise en état aussi. Est-ce que vous favorisez les matériaux d'excavation provenant de Suisse ? Alors je vous remercie vivement d'avoir posé la question. Souvent on a entendu, et puis nous, on a été pointés du doigt en disant qu'on acceptait uniquement ou quasiment uniquement les matériaux genevois par rapport aux matériaux français, parce qu'il y avait des différenciations de prix, des différenciations de rentabilité, etc. Il faut savoir qu'entre la Suisse et la France, il y a en effet une différence, mais qui s'est vraiment amoindrie. Il y a un prix de marché. Aujourd'hui, la personne qui veut venir vider, si elle paye le prix de marché, elle vient vider sans difficulté. Mais quand le prix du marché est trop cher, il ne reste plus qu'une option aux petites entreprises françaises, déposer dans des installations de stockage de déchets inertes, alias ISDI. Et vous verrez, c'est le même principe que le projet de décharge du Champ des Bisons à Genève. David Mejvan nous présente son futur projet d'ISDI. L'objectif, c'est de ramener donc nos déblais qui proviennent de chantiers de France, des terrassements donc de la région de Thonon-les-Bains, et qu'on vient mettre en couche ici. Et dessus, on remet la terre végétale, et puis après, redonner, comme c'est fait à côté. Ça, c'était terminé il y a 2 ans, 1 an et demi. Et puis maintenant, c'est remis à l'agriculture. Problème, il n'y a que 16 ISDI ouvertes en Haute-Savoie, et d'ici 2028, au rythme de remplissage actuel, la moitié sera pleine. Depuis plus de 5-6 ans, avec BTP, la profession, on tire la sonnette d'alarme justement pour dire à nos élus, prenez
prenez le taureau par les cornes et donnez-nous des sites où c'est qu'on peut ouvrir des ISDI. Il y a urgence, il y a urgence. Comme pour les décharges à Genève, cela prend des années, entre 5 et 8 ans, pour décrocher une autorisation. Il faut déjà trouver la zone qui convienne à tout le monde, c'est-à-dire qui convienne à la problématique de l'environnement, qui convienne à l'agriculture, qui convienne aussi au niveau des accès pour avoir des routes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un élu qui prend la décision d'ouvrir une ISDI sur sa commune, c'est pas très vendeur, quoi. En conséquence, ici aussi, pour trouver un exutoire, il faut aller de plus en plus loin. Selon une étude menée en 2017 pour évacuer les terres d'excavation uniquement des chantiers de Haute-Savoie, les entreprises locales françaises font 15 millions de kilomètres par an. L'enjeu est tel que les associations de la nature s'en mêlent. Et on comprend mieux pourquoi avec Thierry de Curninge, vice-président de France Nature et Environnement de Haute-Savoie. J'étais appelé à m'intéresser au problème des déchets inertes par rapport surtout aux décharges sauvages qui souvent avaient lieu à proximité soit des cours d'eau, soit des plans d'eau, voire sur des zones humides. Pas d'exutoire ou trop cher, c'est bien ça le risque, les décharges illégales. Du coup, l'association s'investit aux côtés des petits entrepreneurs pour que l'État intervienne auprès des maires. Certains élus ne veulent pas de sites sur leur commune ou à proximité de leur commune. Nous, ce qu'on propose, c'est quand les élus renouvellent ou modifient leurs documents d'urbanisme, les services de l'État leur demandent, si possible, de définir des sites pour l'accueil de ces déchets. Si les matériaux suisses ne venaient pas sur le département, est-ce que ça serait une solution ? Mais disons, compte tenu des difficultés pour trouver des sites adaptés en Haute-Savoie, il serait préférable que les déchets suisses soient stockés en Suisse, bien entendu, parce qu'on n'a déjà pas suffisamment de capacité de stockage en France. Donc effectivement, on ne voit pas forcément d'un bon œil, et puis les habitants encore moins, que des déchets viennent de l'étranger. Au fil de notre enquête sur les routes de Haute-Savoie, nous sommes tombés par hasard sur ça. Chavanneau, c'est un village tout proche d'Annecy et de la réserve naturelle des Gorges du Fier. Très vite, les habitants nous mettent en contact avec le vice-président de l'association des opposants à la nouvelle carrière. Il nous emmène sur les lieux du projet. Lui-même, Jérôme Berthet, habite tout près. Il y a la vieille ferme là-bas, donc en fait c'est la ferme de mes grands-parents. Moi je suis juste derrière. Le projet de carrière affecterait 26 hectares de prairies et de forêts. Ça veut dire que toute cette forêt ici va disparaître ? Toute la forêt de Manial avec un site d'exception qui va être rasé, donc avec des espèces d'arbres millénaires, centenaires, qui vont être rasés et comme vous pouvez entendre, des espèces animales qu'on ne verra plus jamais sur le site. En fait, ils ne peuvent pas remettre à l'identique. Et remettre à l'identique, je suis paysagiste, un arbre de 100 ans, ça n'existe pas. C'est en fait une destruction sur plusieurs générations. En juin dernier, le conseil municipal de Chavanneau a finalement rejeté le projet de carrière. Une victoire pour les villageois qui ont exprimé leur méfiance, comme ici à la carrosserie de Chavanneau. Des carrières, il en faut. On a besoin de béton, on a besoin de tout ça. Mais il ne faut pas déplacer le projet à un autre village. Parce que nous, à Chavanneau, on se bat pour que la carrière ne se fasse pas. Mais si c'est pour le déplacer sur une autre commune, je trouve que ce n'est pas légitime non plus. C'est qu'en fait, nous, on regarde notre intérêt, mais on ne regarde pas les intérêts des autres. On ne veut pas que ça se passe à Chavanneau, mais que ça se passe à Poisy, à Lovany, à Villaz. Là, ça ne dérange plus personne. Il faut du gravier, il faut de la matière première pour faire les travaux, les routes, tout ça. Après, ce qui est emmerdant, c'est que ça bouffe
du terrain, ça va polluer la flotte, ça va polluer plein de problèmes. Donc amener la faune, la flore, ça va tout y détériorer. On nous a soutenu à la présentation du projet qu'aucun matériau suisse ne viendrait sur la carrière, mais la réglementation française autorise totalement l'apport de déblais suisses, qui est valorisé 3 à 4 fois le prix du déblai français. On sait qu'une entreprise est là pour faire du bénéfice, donc bienvenue au déblai suisse. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans une dépendance vis-à-vis de la France ? Alors oui, de toute façon, aujourd'hui, il est clair qu'on dépend de la France, c'est certain. Parce qu'on pourrait aussi envisager demain que, je ne sais pas, le préfet de la Haute-Savoie nous dise maintenant, je ne veux plus d'importation, ça fait trop de nuisances. Alors ok, certes, économiquement parlant, c'est intéressant, mais ça fait beaucoup de nuisances, les gens en ont marre de voir passer les camions, puis ils disent, on ne reçoit plus de matériaux. Et on ferait quoi ce jour-là? Je ne sais pas. Et pourquoi ne pas les envoyer simplement en Suisse, dans les cantons qui ont de l'espace, comme le canton de Vaud, le canton de Berne? Alors on en envoie en Suisse. Généralement, on les envoie en train, mais ça coûte encore plus cher que la route en Suisse. Et donc le différentiel économique est encore plus important que de les envoyer en France en camion. Et donc les maîtres d'ouvrage, ils ont vite fait leur choix, quoi. À Genève, la résistance citoyenne s'étend. Début 2023, une initiative cantonale demande maintenant d'interdire toute décharge ou gravière à moins de 300 mètres des habitations. Le comité regroupe des habitants de plusieurs communes. On a donc aussi contacté d'autres associations pour trouver des synergies possibles. On s'est dit qu'il fallait faire en fait une action commune pour le bien de tous les habitants de Genève. Et c'est de là qu'est née donc l'initiative des 300 mètres. On se rend compte que notre combat, qui au départ est plus individuel, se transforme en une cause, et une cause primordiale parce qu'elle touche la santé publique. Et on se sent tout à coup, on sent toutes ces personnes derrière nous, à côté de nous, qui nous soutiennent et qui nous aident dans nos actions. Et cette lutte, elle grandit, si vous voulez. Et c'est ça qui nous fait tenir, c'est ce moteur incroyable, et c'est pour ça qu'on lâchera jamais. Du côté des graviéristes, cette initiative provoque la consternation. Donc si on prend typiquement cette zone ici, donc c'est une gravière qui pourrait être ouverte. Le problème, si cette initiative 300 mètres devait passer, c'est que si on trace un rayon de 300 mètres autour de chacune des habitations proches de cette future potentielle gravière, en fait, il ne resterait plus rien. Et ce même scénario se reproduirait pour tous les autres projets de décharge ou d'extension de gravière à Genève. Je veux dire, ce n'est pas une solution. On a l'obligation, d'une manière ou d'une autre, de gérer nos propres déchets. Je veux dire, c'est une obligation écologique, économique, d'indépendance au niveau des matériaux. Parce que si on ferme nos gravières et nos décharges, on reporte tout ça effectivement sur la France. C'est vraiment la solution de facilité. Et si un jour la France arrêtait de nous livrer, on fait quoi? On n'a plus de gravier, on n'a pas de plan B. Il faut quand même se souvenir que le gravier et le sable, c'est à peu près le fondement de notre civilisation. Si on n'a pas de gravier, si on n'a pas de sable, on ne construit pas de maison, on ne construit pas de pont, on n'a pas d'infrastructure routière. C'est un besoin indispensable pour notre société. Donc à partir de là, on a deux solutions. C'est où on se cache les yeux et puis on prend tout à l'étranger. Bonjour la mondialisation. Ou alors on prend nos responsabilités et on essaye de travailler sur place, en local. À terme, Genève et peut-être d'autres cantons pourraient perdre tout un pan d'industrie. Vous avez l'impression que les autorités comprennent que là, il y a un enjeu économique fondamental qui touche plusieurs corps de métier? Moi, je pense qu'ils n'en ont pas réellement conscience. Ils ne se rendent pas compte à quel point ça nous touche et à quel point ça nous met à mal. Nous, transporteurs, nous, graviéristes, nous tous dans ce domaine du gros œuvre. Et puis, je pense qu'ils nous entendent, ils nous écoutent, mais ils n'ont pas conscience que, en fait, nos industries sont à terme, je ne sais pas, je ne veux pas faire l'alarmiste, mais sont à terme menacées. Ce qui nous a frappé dans cette enquête,
c'est l'absence de solution. Ces matériaux d'excavation deviennent un enjeu d'intérêt public. Ne rien faire, c'est tout laisser se dégrader. La qualité de vie des citoyens, la survie des entreprises locales et surtout l'environnement.